Et oui, et si la ville était pensée pour tous et pour toutes, comment mieux accueillir les seniors? Saviez-vous qu'il existe des villes amies des aînés? Et d'ailleurs, je viens de découvrir que Paris est une ville amie des aînés, donc ça m'intrigue, donc je vais en parler avec nos invités dans peu de temps. Alors, ce sont des villes notamment où l'aménagement urbain est repensé pour devenir plus accueillant, avec des mobilités douces, des bancs pour se reposer, des éclairages pour se rassurer. Alors, bref, une ville où tout le monde se sent bien, les seniors, mais pas seulement, c'est tout l'intérêt de ces villes amis des aînés. Alors mes invités vont nous apporter leur expertise avec moi sur ce plateau Dominique Martin-Gendre. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Dijon en charge de la propreté de la ville, des travaux, des équipements urbains et des mobilités. Vous avez aussi été en charge de la politique de l'âge dans un mandat précédent. Bref, vous êtes incollable sur la question. Et Dijon qui est une ville pionnière, exemplaire. On en parlait ce matin avec Mélissa Asli-Petit, docteur en sociologie. Et elle nous a cité Dijon comme ville accueillante, ville amie des aînés. Avec moi aussi Pierre-Olivier Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés. Alors, comme quoi le concept c'est beaucoup plus large. Et si tout va bien, depuis Lyon, nous sommes en ligne avec Geneviève Laferrère, qui est une jeune retraitée, mais toujours très active, puisqu'elle milite depuis toujours pour le vélo. Vous avez travaillé pendant plus de 30 ans pour le ministère du Développement durable. Alors, le vélo dans les années 2000, le vélo en libre service, donc à Lyon, mais aussi à Paris. Est-ce que Geneviève est avec nous? Je suis là, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends parfaitement. Merci infiniment donc d'avoir accepté l'invitation. Et puis on va beaucoup parler du vélo notamment, mais d'abord ce concept en fait, ville amie des aînés. Qu'est-ce que c'est exactement? Je me tourne vers vous, Pierre-Olivier Lefebvre, puisque vous êtes donc dans ce grand réseau francophone. Est-ce que la France... Alors oui, déjà expliquez-nous, quels sont les critères requis pour être une ville amie des aînés? Alors, Ville Amie des aînés, c'est un programme mondial de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, depuis 2007, a fait le constat que, en termes de nombre, les habitants âgés seraient dans les territoires urbains et que donc il fallait faire ce travail d'anticipation. On a entendu beaucoup parler tout au long de cette journée d'une forme de travail de prévention ou même de réparation. Eh bien, Ville Amie des aînés, c'est ce qui se passe avant. C'est ce qui permet de faire que les territoires continuent d'être accueillants. C'est une forme d'avoir des égards vis-à-vis de ceux qui prennent de l'âge, sans forcément faire quelque chose en particulier pour les plus âgés. C'est questionner la politique publique à chaque fois qu'on va agir sur quelque chose pour se dire, eh bien, au final, si je fais de cette façon-là, est-ce que les habitants qui sont les plus âgés vont se dire c'est aussi fait pour moi, ou est-ce qu'on va être obligé de faire quelque chose en particulier à côté, à la marge, avec la question que si on est de plus en plus nombreux, il sera de plus en plus compliqué de faire quelque chose à la marge et que donc il faut penser la politique publique. Gilles Béru disait on a 10 ans pour le faire. Eh bien, ce travail d'anticipation doit faire qu'on passe d'une politique publique qui est faite pour tous. On a entendu dans la dernière table ronde une forme de consensus pour dire il ne faut pas faire quelque chose en particulier pour les âgés. Et la subtilité qu'il y a, c'est que les âgés eux-mêmes ne veulent pas forcément quelque chose de particulier, mais ils veulent qu'on fasse attention à leurs particularités. Ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas le même rapport à la proximité, ils ont une façon peut-être d'entrevoir l'écoute ou de se sentir en sécurité d'une façon différente des autres générations. Et une ville amie des aînés, c'est d'abord une ville qui réfléchit en fait à la mobilité, en l'occurrence, sur l'avancée en âge et qui va permettre aux habitants d'être inclus dans la réflexion. On entendait Lisbonne dans les questions, eh bien, les habitants dans Ville Amie des aînés sont un des acteurs principaux pour réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin sur son territoire et qu'est-ce qu'on attend dans une discussion avec la municipalité pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc c'est une démarche inclusive. Alors on réfléchit, mais alors quand même, j'imagine qu'on prend des décisions aussi. Vous en êtes, Dijon en tout cas l'a fait. Pour vous, combien de temps a pris cette réflexion autour du changement de l'aménagement urbain, parce que c'est ce dont on parle notamment. Alors, Dijon, déjà, on peut peut-être le resituer quand même, en disant que Dijon, c'est quand même une ville déjà un petit peu importante, puisqu'on est sur 167 000 habitants, avec autant de seniors que d'étudiants. Donc, pour rejoindre ce que disait Pierre-Olivier Lefebvre, effectivement, une ville, quand on l'adapte pour tous. Et quand François Rebsamen, le maire de Dijon, a été élu en 2001, ça a été vraiment sa réflexion, dire cette ville
qui était appelée La Belle Endormie à l'époque, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'elle soit agréable pour tous. C'est pour ça qu'on est parti avec ce réseau pour faire un diagnostic et voir les points faibles et les points plutôt positifs, parce qu'on en avait quand même aussi. Mais quoi faire pour que la ville devienne vraiment facile à vivre pour ces personnes qui vieillissent. Et moi, je précise toujours que toutes les personnes âgées ne sont pas malades ni handicapés, attention. Mais on a ouvert voilà. cette journée avec, voilà. c'est-à-dire qu'on peut vieillir et bien vieillir. Voilà, et c'est l'idée justement de leur permettre à toutes ces personnes de se déplacer dans l'espace public de façon sécurisée. C'est ce qu'on a voulu faire à Dijon, en mettant pas mal, effectivement, de choses en place. Je vous en cite quelques-unes. Allez-y, mais sinon on va développer. Juste peut-être quand même nous dire ce temps de diagnostic. Est-ce qu'il a pris du temps? Combien de temps ça prend pour effectivement savoir ce qu'il faut faire, pas faire? Comment ça? Bien sûr, alors ça prend plusieurs années, hein, parce qu'il faut quand même vraiment remettre tout à plat. On a beaucoup travaillé avec le CCAS, voilà, les services qui sont quand même compétents aussi sur les personnes âgées. Et puis avec l'aide du réseau, on a pu faire un diagnostic et puis après adhérer au réseau et faire partie. Enfin, après on échange toutes les expériences que l'on fait. On peut comme ça voir tout ce que chaque ville fait. On s'en inspire et on peut encore s'améliorer encore plus. Mais il nous faut au moins 3-4 ans pour faire un bon diagnostic et après partir sur des choses pratiques. Et tout à l'heure, on s'interrogeait sur le fait de savoir, enfin de connaître les attentes, notamment des seniors. Alors là, j'imagine, vous l'avez bien dit, c'est inclusif. Hein. Il n'y a pas que les seniors, il y a aussi toute la population. C'est ce que vous faites. Vous allez d'abord, enfin, vous allez questionner les habitants. Oui. Ils sont au cœur du dispositif. Alors moi, j'ai eu la chance dans le mandat précédent de présider un observatoire de l'âge qu'on avait mis en place, qui est une instance municipale participative où on met des élus, des habitants et des professionnels. Et là, on travaille sur des sujets justement qui intéressent le senior. Et la mobilité a fait partie des sujets qui ont été vraiment travaillés de façon assez poussée pour favoriser tout ce déplacement dans la ville. Alors Geneviève Laferrère, on va tout de suite aller à Lyon avec vous, hein, grâce à vous, que Lyon qui fait partie, je parle sous le contrôle de M. Lefebvre, donc qui fait partie de ces villes amies des aînés. Est-ce que les critères retenus vous semblent pertinents? Est-ce que vous voyez ça de point de vue de la mobilité, puisque vous êtes une grande défenseur, du vélo? Oui, c'est important de travailler pour le vélo, pour les personnes qui se déplacent à pied. Et on est bien d'accord que tout ce qui profite aux uns profite aux autres. Donc l'agglomération lyonnaise a mis en place des plans mobilité interâge. D'autres villes ont mis des plans piétons. Je crois que tous ces outils sont intéressants pour passer du diagnostic au faire, au programme. Parce qu'il ne faut pas trop rester sur l'aspect diagnostic. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais il faut des actions concrètes. Donc, en effet, Dijon, qui a une vaste zone piétonne, qui a des voies qui sont réduites en termes de vitesse, constitue, par exemple, un bon exemple d'attractivité pour se déplacer à pied et à vélo. Merci. Alors, vous restez avec nous. On va parler de Dijon dans un instant, mais ce n'est pas la seule ville en France, et Dieu merci, qui est vraiment une ville amie des aînés. Je vous emmène tout de suite en Bretagne, à Rennes, pour une marche exploratoire. Ça va rejoindre en fait la table ronde précédente où on va voir qu'effectivement, il faut apprendre à redécouvrir cet espace urbain. On regarde. J'ai bien apprécié la marche exploratoire, hein. Ça nous permet de nous trouver en in situ, vraiment avec des problématiques tout à fait réelles, de tester sous nos pas, sous nos pieds. Je m'aperçois qu'il y avait beaucoup de gens qui sont venus, qui ont marché. Finalement, ça permet d'avancer et de corriger aussi. Mais aussi de faire en sorte que les nouvelles constructions prennent en compte un certain nombre de choses, parce que c'est pas toujours facile. Les trottoirs, il y a des racines d'arbres, on n'y peut rien, hélas. C'est vrai que des fois, c'est pas pratique, parce que il y a des gens qui marchent vite, il y a des gens qui courent, il y a des fois les vélos, les trottinettes. Ce que j'ai bien apprécié, moi aussi, dans le boulevard de l'Isère, c'est les travaux qui ont été entrepris là, il y a quelques mois, peut-être une année, à savoir élargir les trottoirs. Le métro, c'est très très bien. Les bus, c'est bien, mais par contre, quand il faut descendre du bus, je ne me sens pas si en sécurité. Si on ne pourrait pas mettre une bande jaune sur le trottoir à certains endroits où il y a beaucoup de monde, parce que c'est vrai que tout le monde est plus ou moins pressé de sortir du bus, et des fois, comme le chauffeur ne s'arrête pas tout à fait au bord, c'est embêtant parce qu'on peut mettre le pied à côté ou des personnes âgées peuvent mettre la canne.
Aujourd'hui, je m'aperçois que par exemple, place de la Communauté, il n'y a pas trop d'éclairage. Je trouve ça un peu dommage que l'éclairage ne puisse pas être pris davantage en compte. Le soir, on ne voit pas trop le dénivelé. Là, ce serait peut-être intéressant de mettre des LED, enfin de mettre quelque chose qui ne soit pas, qui n'entrave pas trop l'esthétique aussi, bien sûr. Hein. Les spots qui sont placés au sol occasionnent des éblouissements pour les personnes donc à vision fragile. Il faudrait soigner surtout la signalétique, annoncer peut-être un peu plus en avant les commodités publiques pour les personnes âgées. Oui, elles sont intéressantes ces balades parce qu'elles permettent de cibler ce qui ne va pas. On l'a vu là, il y a des exemples très concrets, mais certainement des solutions à mettre en place aussi qui sont très concrètes. Donc il faut repenser la ville de demain. Vous vouliez réagir sur ce reportage parce qu'en fait c'est un petit peu ce qui est fait dans les villes amies des aînés. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce type d'expérience, c'est pas seulement de faire remonter ce qui ne va pas, c'est de s'apprendre mutuellement. C'est-à-dire que les professionnels ont une expertise technique, les habitants ont une expertise d'usage, c'est ce qu'on vient de voir, et ça permet de se comprendre. Et la solution est souvent au milieu. Car on peut faire des propositions d'un côté ou de l'autre, et ce qui est important, eh bien, c'est de valider la proposition en se disant c'est réalisable, c'est pas réalisable, ça demande un peu de moyens, beaucoup de moyens, ça va attendre un marché public, du coup ça va être long, et ça permet de trouver des compromis et de comprendre en fait le sens de la décision, et ensuite ça permet aux habitants âgés d'être ambassadeurs de cette décision et du coup de faire, je dirais, lien avec ceux qui sont peut-être moins impliqués au niveau de cette démarche participative pour faire ressentir qu'on est vraiment pris en considération et qu'on a le droit à la parole, mais ce n'est pas, je dirais, un rapport de force de ceux qui critiquent en disant voilà ce qu'il faut améliorer, c'est vraiment une façon de co-penser la ville et puis des fois de trouver des alternatives. Je repensais à l'exemple de Mélissa ce matin sur les strapontins dans les halles du marché de Dijon. Ça a été une expérience comme ça de parcours en marchant, et ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, plus personne n'était capable de dire c'est moi qui ai eu l'idée. C'est nous qui avons eu cette idée-là. Cette démarche de co-construction, hein, puisque bon, c'est très à la mode d'employer ce terme, mais ça existe depuis combien de temps en fait? Depuis combien de temps on s'est dit on va inclure les habitants, on va inclure les professionnels et on va tous discuter ensemble et on va trouver des solutions? Ça fait partie des obligations d'une ville amie des aînés. On ne peut pas devenir une ville amie des aînés si on considère que les services techniques ou les élus tout seuls ont les réponses. Ça fait partie vraiment du travail obligatoire, et on vient même de mettre en place un kit d'animation de démarche participative pour en fait réapprendre à se poser des questions ensemble et pas simplement se dire il y a ça qui ne va pas ou ah bah vous avez vu on a fait ça, vous devriez être content. Parce que eh bien, ce n'est pas suffisant. Et au final, c'est en commençant sur un sujet qu'on apprend à se connaître, qu'on crée une relation de confiance et que du coup, on arrive petit à petit. C'est pour ça que Dominique Martin-Gendre disait que ça prend plusieurs années, parce qu'il faut réapprendre en fait à penser qu'on n'est pas les uns contre les autres, mais qu'on est au service d'un territoire ensemble et complémentaires. Alors Dominique Martin-Gendre, on va parler de Dijon maintenant. Effectivement, qu'est-ce qui a été mis en place à Dijon ? Pour rebondir sur ce que disait Madame, par exemple, la piétonisation, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié, effectivement, par les personnes plus âgées. Elles peuvent déambuler dans tout ce secteur piétonnier historique de Dijon qui est magnifique. Seulement, ça crée quand même des distances assez longues à parcourir. Donc, on a souhaité mettre en place une navette électrique. On sait par notre partenaire Keolis qui est en charge. Alors, pas autonome. Non, on n'en est pas de là quand même, mais elle est quand même électrique, hein, ce qui est quand même déjà bien pour circuler dans un secteur piétonnier. Et ça, c'est vraiment très apprécié. Cette navette permet donc aux personnes âgées de venir au plus près sur le marché. Et aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les assises, donc tous ces bancs qui permettent aux personnes de pouvoir s'asseoir. Et ça, on l'a fait aussi grâce à des balades urbaines comme ça, dans le cadre de l'Observatoire de l'âge, où les Dijonnais exprimaient un peu leurs besoins. Donc piétonisation, très bien, mais attention, ça crée quand même des espaces assez longs, donc il faut penser aussi comment les personnes vont se déplacer. Et ces navettes électriques, ça a vraiment un succès fou. Alors on y trouve des personnes âgées, mais aussi des jeunes qui vont avoir un petit souci de santé. Hein. C'est vraiment gratuit et réservé à toute la population, et c'est vraiment, vraiment très apprécié. Les assises, bien sûr, qu'on a voulu déployer sous les halles aussi, parce que
c'est important aussi de s'asseoir sous les halles, et puis dans tout le secteur piétonnier de la ville. On a mis aussi des choses qui ont beaucoup plu dans d'autres villes. Ce sont nos gros pots de fleurs, là sur la grande place d'Arcy, on a une grosse place qui est magnifique, mais bon, si on est debout dedans, c'est pas bien. Donc on a des gros pots de fleurs qui servent d'assises. Donc vous avez des arbres au milieu, et en fait, ça fait vraiment des bancs. Et là, on trouve, et là, c'est presque de l'intergénérationnel, parce qu'on a aussi bien des jeunes que des personnes plus âgées qui peuvent s'asseoir et discuter. J'imagine qu'on prend aussi en compte tout ce qui est environnement, puisque voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des pots de fleurs, il y a aussi toute une reconquête, en amène une autre. C'est comme nos navettes, elles sont électriques pour ne pas polluer, puisqu'on a fait la piétonisation pour moins de pollution, donc il faut aussi être cohérent. Donc ces pots, bien sûr, avec les arbres, parce que les gens aiment bien aussi, mais on ne peut pas en planter non plus partout en pleine terre. Donc on a mis ces gros pots. J'insisterai aussi, alors ce n'est pas le sujet le plus fun, mais les toilettes publiques, c'est quelque chose de très important. Et nous, à Dijon, ce n'était pas extraordinaire. Donc on a rénové dans le cadre du Palais des Ducs de nombreuses toilettes. Je crois que ça en fait 6 là maintenant, qui sont accessibles aussi gratuitement, et vraiment des toilettes tout à fait correctes, et ça c'est très apprécié. Et ça aussi, ça peut impulser pour marcher, parce que si on peut pas marcher, si on n'a pas des points pour s'arrêter, même aller aux toilettes, un coin ombragé, tout ça est donc pris en compte. Voilà, et la marche, je suis en charge de la mobilité sur la ville de Dijon, donc bien sûr, l'intermodalité, on en a parlé, tous les modes, le vélo, le bus, le tram, la voiture, mais la marche, je pense que c'est essentiel pour bien vieillir, pour lutter contre ce vieillissement actif, et je pense qu'il faut justement inciter les gens à marcher, à sortir, et comme je dis souvent, une personne de 85 ans, il n'ira peut-être pas dans un bar pour aller aux toilettes ou s'asseoir, elle aime bien avoir un siège adapté pour pouvoir se reposer. Ce qui est important, c'est que ça profite à tous, comme vous l'avez dit. Finalement, tout le monde peut utiliser ces bancs, utiliser. On ne stigmatise jamais, comme ça, et tout est de plein pied, j'imagine, aussi pour les commerces et autres. Est-ce qu'il y a eu un effort qui a été fait là-dessus? Tout à fait. Grâce à la piétonisation, ça, je pense que toutes les villes qui bénéficient d'une piétonisation, vraiment, c'est une chose très importante. Ça veut dire que tous les commerces, nous, on a une grande rue qui fait près d'1 kilomètre comme ça de long. Tous les commerces se sont remis justement à niveau. Il n'y a plus de marche pour entrer dans les commerces. Et notre flotte de bus aussi, donc maintenant, sont des bus hybrides, mais en plus, il n'y a plus de marche. Une dame tout à l'heure disait dans un reportage qu'il y avait la marche, et notre tram, parce qu'on a un tram aussi, le tram et les bus, on peut entrer directement plein pied. Alors c'est bien si on a une poussette, mais c'est bien aussi si on a 90 ans. Il va y avoir de moins en moins de marche, parce qu'on évoquait tout à l'heure aussi ce nouveau TGV qui va effectivement être adapté pour que tout le monde puisse rentrer, sortir du train sans aucun souci. Est-ce que vous donnez un label, Pierre-Olivier Lefebvre? Est-ce que c'est estampillé? On arrive à Dijon et sur le panneau, comme Ville Fleurie, on a Ville Amie des Aînés. Eh bien, bientôt, on va lancer un label le 2 juillet. Où il va y avoir, en fonction de la taille des communes, entre 106 à 111 critères pour justement respecter cette démarche. Oui, mais ce sont des critères, en fait, je dirais des fois assez simples. On parlait de démarche participative, on parlait de pilotage, on parlait de transversalité. C'est-à-dire que la mission, par exemple, de Dominique Martin-Gendre, elle n'est pas aujourd'hui élue au vieillissement, mais dans sa délégation, elle travaille sur les questions de l'avancée en âge. Et ça, ce sont des critères qui font qu'à un moment donné, on fait progresser le territoire et où on ne considère pas que les personnes âgées, c'est juste un problème à gérer à un endroit, mais que le vieillissement, c'est une opportunité pour le territoire. C'est aussi des gens, on en a parlé tout au long de la journée, qui vont être bénévoles, qui vont être actifs, qui vont servir aux autres, qui vont être engagés socialement. Et cette idée du lien social, eh bien, ça fait partie des critères, et donc c'est une alchimie. Et l'idée du label, c'est vraiment de donner envie, d'une part, de progresser, et aussi de donner de la lisibilité. Une des difficultés quand on prend de l'âge, c'est d'avoir accès à l'information. Alors d'abord parce que plus le territoire est grand et plus il y a beaucoup d'infos et que c'est dématérialisé. Donc nous, par exemple, on va privilégier le fait qu'on ait le choix. Le choix, par exemple, sur la mobilité, d'avoir des horaires ou des plans qui vont être soit sur notre tablette ou notre téléphone ou en version papier. Parce qu'on parlait de reprendre goût à d'autres formes de mobilité. Sauf que si vous n'avez jamais pris de transport en commun, vous avez peut-être besoin d'avoir un plan, de le poser chez vous, de stabiliser votre circuit, de savoir à quel arrêt vous allez descendre et même de mémoriser l'arrêt d'avant et de ne pas être dépendant de quelque chose qui est externalisé. Alors juste, j'ai une question. Vous m'avez dit que Paris était une ville amie des aînés. C'est vrai qu'on peut se poser la question dans le sens où c'est quand même une ville où il faut aller vite, où pareil, certaines personnes âgées n'osent plus aller dans le métro parce que ça peut être un peu, alors je dirais pas jusqu'à dire dangereux, mais enfin quand même, elles sont inquiètes en tout cas.
comme vous vous basez sur quoi pour dire ville amie des aînés? Alors, Parce qu'ils ont envie d'aider les aînés? Pourquoi? Une ville amie des aînés, c'est une ville qui s'engage à s'améliorer, à prendre en considération, à faire un état des lieux, le fameux diagnostic dont on parlait, à regarder ce qui marche, à analyser ce qui serait à faire modifier, et puis à faire un plan d'action qui va permettre que sur tel ou tel sujet, eh bien, on va progresser. Mais une ville comme Paris, c'est une ville qui est particulière. C'est pas eux qui gèrent leur mobilité, c'est pas eux qui vont gérer la circulation, c'est le préfet de police. Les bus ou le métro, c'est le STIF, donc c'est pas la ville en tant que telle. En tout cas, il y a une déclaration d'intention. C'est plus qu'une déclaration d'intention, c'est sur le périmètre qui est confié au territoire, puisqu'on a des villes, on a des métropoles, on a des communautés de communes, on a des départements qui adhèrent au label Amis des aînés, et chacun sur son champ de compétences, eh bien, après avoir fait cet état des lieux et cette démarche participative, va faire un plan d'action et on va évaluer sur le plan d'action la marge de progression. Donc ce n'est pas une ville idéale, mais c'est une ville qui progresse et qui comprend que c'est en travaillant ensemble eh bien, que ça sera un petit peu mieux demain et après-demain. Donc c'est la même chose pour Lyon. Alors on retourne justement revoir Geneviève Laferrère. Est-ce que vous retrouvez dans cette... Alors vous, c'est vrai qu'on va plutôt parler du vélo avec vous et de la mobilité parce que vous êtes une experte, mais est-ce que effectivement ces critères sont retenus par Lyon? Est-ce que vous voyez cette démarche ville amie des aînés? Oui, de plus en plus, parce qu'on tient compte notamment des itinéraires préférentiels des personnes, le fait qu'elles ne fassent pas trop de détours, le fait qu'il y ait une grosse politique depuis quelques années de plantation d'arbres, parce qu'on l'a évoqué rapidement, mais en fait, la marche et le vélo, si on est en plein soleil avec des villes qui sont en plein réchauffement climatique, plus personne ne va se déplacer à pied ni à vélo. Donc, c'est vraiment important de remettre des points de fraîcheur, de tenir compte, en effet, du fait qu'on va aller vers des villes qui vont être assez désagréables à vivre. Donc, quand on est dans des grandes métropoles, il faut absolument réintégrer de la verdure et refaire, en effet, des coins qui soient attractifs. En fait, c'est vrai qu'en vous écoutant, on sent bien que ce sont des villes amies des aînés, mais ce sont surtout des villes qui sont plus accueillantes et qui sont peut-être plus enveloppantes, n'est pas le terme, en tout cas qui sont plus accueillantes, ça c'est sûr et certain. Alors vous avez travaillé 30 ans pour le ministère du Développement durable, vous avez accompagné l'essor du vélo en libre service en Île-de-France, une ville accueillante prend en compte donc le cycliste et même le vélo, vous l'avez dit, ça peut être une donnée importante. C'est important aussi parce que le vélo, c'est aussi pour les aînés leur autonomie de demain. Donc, je ne dis pas que des personnes de 70 ans vont se mettre d'un seul coup au vélo, mais il faut vraiment préparer cette mutation parce que ça leur donne une activité physique régulière et de passer notamment au vélo à assistance électrique, c'est une solution que beaucoup de personnes prennent au moment de la mise en retraite. C'est un cadeau très offert et c'est un cadeau très utile. Oui, je pense qu'effectivement, le vélo, en plus, on l'a vu après, on en est encore malheureusement encore dans cette crise sanitaire, mais le vélo a pris un essor très important. Alors, il faut aussi se remettre en selle. On va en rediscuter tous les quatre. Vraiment, il faut se remettre en selle et il y a des ateliers pour justement reprendre un petit peu un vélo en main. Parfois, on a un petit peu oublié. Donc, je vous emmène là. C'est à Pont-de-Roide, c'est dans le Doubs, pour cet atelier vélo-école. Sensibiliser les seniors à la pratique des mobilités actives, tel est l'objectif de l'atelier Encourage, proposé par le Centre communal d'action sociale de Pont-de-Roide, qui a eu lieu le 18 septembre 2020. L'intérêt de cette opération, c'est que les seniors retrouvent une activité physique régulière, en commençant déjà par l'atelier vélo. Je suis venu peut-être par curiosité pour voir ce qu'il en était. Pour la découverte du vélo, pour la sécurité. J'ai trouvé l'idée intéressante, comment réagir par rapport à un vélo avec les pathologies qu'on peut avoir. Voir un peu le nouveau matériel qui est apparu.
et puis partager avec d'autres personnes. Vous voulez ici ? Animé par l'association Universelle, cet atelier permet de casser les freins à la pratique quotidienne du vélo. C'est des questions d'habitude qu'il faut rompre, sortir des habitudes qu'on avait quand on était actif. Ensuite, il peut y avoir des freins physiques, la diminution de la masse musculaire, la diminution de la vue, des pertes d'audition qui peuvent empêcher de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité à vélo. Donc pour vous, c'est un acte citoyen aussi de prendre le vélo. Universelle, c'est une vélo-école qui est portée par le centre social de Bavans, qui s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques de mobilité. Et du coup, on s'est formé pour pouvoir accompagner les habitants à devenir plus autonomes à vélo. On accompagne les gens en leur faisant connaître tous les accessoires qui peuvent faciliter la conduite, en leur faisant essayer les vélos, parce que finalement, c'est quand on est dans la pratique qu'on peut mieux se rendre compte que oui, on peut se remettre en selle à tout âge. Même quand on a des pertes d'équilibre, il y a des vélos qui sont adaptés pour ça, mais voilà, on ne le sait pas forcément. Donc c'est beaucoup d'informations. Et puis tout ce qui est lié au code de la route aussi, bien se réapproprier les bons réflexes et le code de la route pour être en sécurité à vélo. Le vélo, c'est vraiment un moyen qui est économique, qui est écologique, qui permet de rester en forme, qui permet d'avoir du lien social aussi parce qu'on tisse plus facilement une discussion que quand on est enfermé dans l'habitacle de sa voiture. Et ça permet aussi de maintenir les petits commerces dans nos zones qui sont un petit peu rurales parce qu'on s'arrête plus facilement faire une course quand on est à vélo que quand on est en voiture et qu'il faut trouver une place, descendre du véhicule, etc. Voilà, cette animatrice donne vraiment envie de reprendre son vélo, hein, effectivement que des avantages ou presque. Vous le disiez, Pierre-Olivier Lefebvre, la formation c'est important, comme le code de la route, avoir un casque, il faut former même pour faire du vélo. Alors en fait, il faut se former des deux côtés. C'est quand on prend de l'âge, il faut se dire qu'on a une grande capacité d'apprentissage et que si on peut avoir des craintes au changement, on n'est pas réticent au changement. On peut apprendre et on peut changer, mais pour que ça se fasse, il faut créer des environnements, je dirais, qui donnent confiance. Et on voit à travers la personne qui est là, elle dit je me suis formée par rapport à un public en particulier. Et d'apprendre à faire du vélo à des enfants, c'est pas la même chose que de réapprendre à faire du vélo à des âgés. Et il est important pour les professionnels de se former à la diversité des habitants âgés et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Dominique disait tout de suite, être vieux, c'est pas forcément avoir des problèmes. Et trop souvent, on induit cette idée. Personne âgée égale personne qui est incapable, qui est en incapacité. Mais en réalité, oui, reçue, on est bien d'accord. Oui, c'est une idée reçue, mais en fait, elle reste très enracinée. Et très souvent, on est à dire, moi j'ai entendu plein de fois dans la journée, nos personnes âgées, aujourd'hui. Elles ne sont pas à nous, elles sont sujets, donc ce n'est pas nos personnes âgées, c'est les personnes âgées. Elles sont actrices de leur vie. Et que ce soit le politique, le professionnel, il doit sortir de cette idée reçue que les personnes seraient des incapacitaires. Ils ont des capacités qui sont différentes, avec une autre façon d'apprendre, de se rassurer, de prendre le temps des choses. Mais une fois que c'est réacquis, ça dure longtemps et eux-mêmes vont donner envie aux autres de le faire. Et ça, c'est passionnant. Dominique Martin-Gendre, alors justement, le vélo, les mobilités douces, elles sont importantes à Dijon ? Alors tout à fait, on organise tous les ans une grande journée mobilité et avec l'aide d'associations, bien sûr, les services de la ville, on invite toutes les personnes âgées qui ont fait du vélo ou qui n'en ont pas fait à se réapproprier ce mode de transport en les rassurant. Et on leur fait des essais, on a tout un petit circuit, donc elles peuvent pratiquer le vélo. C'est vrai que le vélo électrique, comme disait madame, c'est quelque chose qui est quand même maintenant demandé. Donc on va essayer sur Dijon d'avoir une location, on a des locations de vélos à la journée ou bien en abonnement, mais proposer aussi des vélos électriques. Avec l'assistance électrique, ça aidera, je pense, les personnes âgées à s'approprier plus ce mode de transport. Et puis aussi, on a un gros travail à faire, et là, on le lance là, que nos pistes cyclables soient aussi en continu. Si vous voulez, on a un petit souci, c'est qu'on a des pistes cyclables et puis certaines fois, ça s'arrête. Et là, la personne, elle est un petit peu perdue. Donc là, on travaille sur la continuité de ces pistes cyclables dans tout le Dijon et la métropole aussi, bien sûr, parce que d'autres communes, c'est pas si loin de la ville, pour que ça soit plus facile d'accéder et qu'il n'y ait plus cette peur, qu'il y ait une sécurité, en fait. Et on peut parcourir tout Dijon avec... un parcours cyclable pour le moment ou pas encore ? Ça devient pas mal quand même. On arrive. Alors il y a encore, bien sûr, justement, on est en train d'adapter des gros ronds-points. On a des gros ronds-points où là, c'est quand même un petit peu dangereux. Il faut reconnaître, c'est un petit peu anxiogène quand même d'avoir un rond-point, on ne sait pas trop. Donc là, on délimite vraiment bien les pistes cyclables afin de rassurer. Parce que c'est ça, je crois. C'est
la personne âgée va prendre un mode de transport où elle se sentira à l'aise, rassurée. Et pour rebondir sur les jardins et sur les parcs, on a fait aussi une balade avec donc les membres de l'Observatoire de l'âge pour repérer dans nos parcs et jardins ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, c'est-à-dire un banc trop au soleil ou trop à l'ombre. Parce que trop à l'ombre, c'est pas bien non plus, parce qu'on a froid. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des marches, est-ce qu'il n'y a pas de marches? Essayez de faire des choses peu onéreuses et qui vont faciliter vraiment le déplacement. Et puis on vient d'installer les brumisateurs. Ah, ça, c'est en ce moment, avec malheureusement les canicules qui s'annoncent. Bon, pas cette semaine, hein, on va pas se mentir. Non, mais même si on ne se met pas dessous, ça fait un petit effet frais. Donc, on prend ça en compte. Pour rester sur le vélo, Geneviève Laferrière, vous avez vraiment mis en place dès le début ce vélo en libre-service qui a séduit la France entière. Est-ce que les personnes âgées ont été prises en compte dès le début, ou vous vous rendez compte que petit à petit, on essaye d'être là aussi plus inclusif et toucher un plus grand nombre de publics et pas seulement les actifs? Alors, je pense que la démarche vélo en libre-service, voire développer l'usage du vélo en France, c'était surtout pour libérer en fait la place de la voiture et passer d'un mode à un autre. Donc, on visait beaucoup les actifs en premier lieu. Et du coup, on a tardé, je pense, à intégrer la problématique de la cohabitation des cyclistes et des piétons. Clairement, par exemple, il y a eu un développement des pistes cyclables sur des trottoirs qui malheureusement étaient déjà réduits, et on avait tendance à laisser la voiture avec toute la place de la voirie et empiler deux modes qui étaient déjà très minoritaires, qui étaient le vélo et la marche. Donc aujourd'hui, heureusement, les plans vélo se développent sur la voirie à la place d'une file voiture, et les engins de déplacement, les nouveaux engins de déplacement, trottinettes et autres, ont le droit d'aller dans les aménagements cyclables, ce qui libère encore de la place sur les trottoirs. Mais il faut voir que le trottoir en France, c'est une particularité, ça n'a pas de définition, c'est un truc un peu, un objet assez réduit qui en plus accueille les poteaux, les poubelles, les terrasses de café. Donc on ne peut pas dire qu'on encourage la marche quand même. D'accord, encourager la marche, oui, c'est effectivement. Et puis ça peut être, oui, un petit peu. Vous n'avez pas parlé des trottinettes qui sont arrivées. Enfin, effectivement, ça commence à être très très encombré le trottoir à Paris, à Lyon et partout ailleurs. Vous vouliez rebondir sur ce fameux trottoir qui reste non identifié presque. Oui, parce que, en fait, on parle depuis tout à l'heure de rythmes qui sont différents entre générations. Et c'est vrai que marcher en se sentant en sécurité, ça veut dire qu'on doit avoir un environnement qui ne crée pas une agression. Et si vous avez un vélo qui fonce à contresens avec une personne qui, sans problème d'incapacité, voit quelque chose arriver, eh bien, elle va avoir l'impression qu'on va le renverser, même si on ne la touche pas. Hein, c'est des questions de proxémie, c'est des questions en fait, de rapport à l'espace et à son corps. Et la fragilisation avec le temps va faire que si ça arrive 3 fois, la personne ne va plus sortir. Et le lien entre mobilité et lutte contre l'isolement est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a au niveau national, je crois que c'est Stéphane Corbin qui en a parlé, je dirais un véritable plan national de lutte contre l'isolement. Mais la première lutte contre l'isolement, c'est de permettre aux gens de continuer de vivre comme tout le monde, mais avec leurs particularités. Et là, sur les trottoirs, on a véritablement un travail à faire pour que, eh bien, on puisse continuer de cheminer lentement mais sûrement, si on a besoin d'aller à cette lenteur. On a besoin de cheminer avec les fameuses assises dont parlait Dominique Martin-Gendre, parce que quand on est très âgé, faire 200 ou 300 mètres, eh bien, c'est déjà une distance. Et par exemple, si on va jusqu'au bout, à Lyon, le CCS de la ville de Lyon a fait un projet avec des résidences autonomie et des EHPAD qui s'appelait « À petits pas dans mon quartier ». C'est-à-dire qu'ils ont regardé à l'intérieur d'une résidence la distance métrique qui existait entre l'ascenseur et la salle à manger, entre l'ascenseur et l'entrée de la résidence. Et les personnes âgées qui n'osaient plus sortir, ils leur ont dit si en fait vous arrivez à faire l'ascenseur à la salle à manger aller-retour, eh bien c'est la même distance que pour aller à la boulangerie de l'autre côté de la rue. Et les gens ont repris confiance parce que quelque part c'est loin ou c'est facile, il insécurise. Et que, par exemple, la signalétique, on voit dans certaines villes de dire c'est à 5 minutes. Oui. Mais à quelle vitesse c'est les 5 minutes? C'est toute la question. Il faut des repères qui correspondent à chaque public. Il faut des repères de temps et métriques, et il faut des fois plutôt dire c'est à 5 minutes quand on va très lentement,
parce que du coup, si on va plus vite, on se dit « je suis encore bon ». Et un des risques dans les villes, c'est de se sentir déclassé parce qu'on va nous dire « c'est facile, c'est pas cher, c'est pas loin ». Et si on n'y arrive pas, ben, en fait, on se dit « on va rester à la maison ». Donc il y a aussi une question de communication par rapport à tout ce qu'on propose, et les réussites de tous les projets qu'on a vus là dans les films et dans ce qu'on a raconté, c'est en fait quand un projet fonctionne parce qu'on a mis en place un tiers de confiance, de proximité qui va créer le lien entre le service qu'on propose et puis le besoin qu'on a quand on prend de l'âge. Un tiers de confiance, c'est-à-dire, vous voulez dire ça va être l'animatrice de vélo, ça va être la personne qu'on a vue prendre le téléphone pour dire je vais vous emmener à tel endroit, ça va être le bénévole qui va faire conducteur. Oui, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui a une personne physique plutôt que, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de tout ce qui est numérique, vous faites plutôt confiance à la personne référente en fait. Le numérique est un outil au service, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un au bout, parce que sinon on n'a pas envie de dire ses fragilités à quelqu'un dans lequel on n'a pas une vraie relation. Dominique Martin-Gendre, vous travaillez aussi sur toutes ces notions d'avoir des référents, d'avoir des points de repère. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Nous, on a une maison des seniors, par exemple, qui est vraiment un lieu d'accueil. Alors, ciblé personnes âgées, mais toutes les amis, les familles des personnes âgées viennent. Et c'est là où toutes les personnes ont confiance dans cette maison parce qu'elles vont trouver tous les renseignements dont elles ont besoin. Elles veulent avoir un horaire de bus, elles veulent savoir comment on va à tel endroit. Enfin, c'est vraiment. On fait aussi des cours pour maîtriser l'outil informatique. Enfin, et là, les personnes sont contentes parce qu'elles ont des vraies personnes en face elles qui vont les aider. En fait. Comment vous arrivez à leur dire que ça existe? Parce que là, on a plusieurs fois dans la communication, journée, comme je dis souvent, Pierre-Olivier le dit aussi, elle existe. Il n'y a pas de souci, on communique. Mais est-ce que la personne âgée va bien voir notre communication? Alors, on s'est quand même aperçu que la personne âgée, elle aime quand même bien le support papier. Donc nous, on a toujours notre revue mensuelle qui sort de Dijon, qui s'appelle le Dijon Mag, où on donne toutes ces informations. On fait des encarts aussi dans le journal local, bien sûr. Donc il faut quand même, parce que tous les panneaux d'affichage lumineux, quelqu'un l'avait évoqué, c'est pas toujours bien vu, pas toujours bien compris. On a des affichages aussi aux arrêts de bus. Enfin voilà, on essaie de donner une bonne information. On se rend compte que le support papier, quand même, c'est important. Donc on fait notre petite pub et on dit venez à cette maison des seniors qui est au centre-ville, qui va vous donner vraiment toute information. Vous voulez vous former sur quelque chose, allez au spectacle par exemple. Très important, on a un programme énorme sur l'opéra, parce qu'on a un auditorium aussi reconnu, qui attire beaucoup de touristes. Mais comment y aller et comment revenir? Comment la personne, à minuit, elle va revenir d'un spectacle? Donc là, elle sait que si elle appelle au CCAS, elle peut avoir une voiture qui va venir la chercher. Voilà. C'est l'accompagnement qui est direct avec des personnels qui sont à leur disposition pour les renseigner. Alors Geneviève Laferrière, je voulais juste vous faire rebondir sur une question dont on n'a pas parlé, c'est l'électrique. C'est l'idéal, mais vous disiez qu'il fallait faire attention, parce que parfois on peut se laisser emballer par l'électrique, mais après il faut revenir. Donc on rappelle quand même. Oui, donc avec la Fédération des usagers de la bicyclette, j'ai fait une grande enquête sur l'usage des vélos assistance électrique en ciblant sur les seniors. Et donc, les spécificités sont qu'ils trouvent ça tellement facile que parfois ils montent des côtes et qu'ils ont peur pour redescendre, ou encore qu'en effet, d'habitude, ils faisaient 4-5 km et là, emportés par leur élan, ils se disent oh, bon, on va aller plus loin, on n'est pas fatigué, mais après, encore faut-il revenir. Donc, en effet, finalement, cet aspect un petit peu qui rajeunit, il faut quand même tout à fait s'en méfier, d'où l'utilité de cette remise en selle, de cet accompagnement qui, de toute façon, aussi renforce un petit peu la confiance qu'on peut avoir en soi pour se déplacer en ville. Oui, c'est quand même, il faut savoir être formé, effectivement, et savoir prendre ses précautions quand même pour se déplacer. Mais c'est vrai que c'est quand même assez génial, le vélo électrique, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est vraiment un super outil. C'est un petit peu cher, si je peux me permettre. C'est ça le problème, mais il y a quelques aides. Le coût n'est quand même pas négligeable. C'est pour ça que, par exemple, offrir une location de vélo électrique et pourquoi pas après proposer l'achat de ce vélo qui aura été un petit peu utilisé en location, mais qui sera encore tout à fait en bon état, pourrait être acheté à un coût quand même un peu. Oui, certaines villes ont des parcs comme ça. Et je pense que ça, c'est intéressant à développer parce que c'est vrai que c'est quand même assez onéreux. Et bon, si un couple veut faire, il faut 2 vélos. Enfin voilà, ça fait quand même un coût, quoi. Donc voilà, il faut inciter des politiques je pense. pour avoir un accès plus démocratique au vélo électrique. Vous avez tout à fait raison. Pierre-Olivier, juste une dernière question. Pour toutes ces villes qui veulent être villes amies des aînés, alors vous leur dites quoi? Il faut vous contacter, il faut être totalement... Vu que maintenant il va y avoir un label, ça va peut-être inciter de nouveaux candidates. Pardon. On ne fait pas de démarchage parce qu'on voit bien que c'est exigeant et que du coup, il faut vraiment une volonté municipale. Donc on demande une délibération
décision du conseil municipal, on demande un engagement à une charte de valeurs, qui est en gros ce qu'on a expliqué un petit peu là, et puis ensuite de s'impliquer et puis d'oser prendre le risque, je dirais, d'être critiqué, de poser avec les habitants un regard sur le territoire pour dire il y a des choses qui sont super, il y a des choses qui sont moins bien, et puis c'est de ne pas opposer les territoires les uns aux autres, au même titre qu'on ne doit pas opposer les âges, on ne doit pas opposer les territoires, ni même les modes de mobilité. Je pense qu'en fait il y a une complémentarité dans les modes de mobilité, et c'est en donnant envie d'aller et de venir et de faire des choses qui nous passionnent, qui fait que ça fonctionne. Dominique Martin-Jean parlait de l'aspect culturel. Par exemple, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, ils ont mis en place un covoiturage culturel, c'est-à-dire c'est la passion qui va faire en sorte qu'on va se dire je t'emmène ou je te ramène. Un spectacle, voilà. par exemple. Et du coup, voilà. C'est important. Et du coup, en fait, c'est le lien qui fait qu'on n'est pas dépendant l'un de l'autre, mais plutôt qu'on va vivre quelque chose les uns avec les autres. Donc c'est aussi ça qui donne envie d'aller plus loin. Très bien, merci à vous trois de nous avoir apporté vos témoignages, votre expertise sur ces villes amies des aînés. C'est vrai que ça donne envie d'aller à Dijon, en tout cas, que je ne connais pas, mais que j'ai très envie de connaître maintenant. Donc voilà, merci à vous trois. Mais je crois que Laurent nous attend, puisque vous avez rendez-vous avec une braqueuse, Marie-Françoise Fuchs, présidente d'honneur de l'association Hold Up. Alors, une braqueuse, n'exagérons rien, mais effectivement, la présidente d'honneur, et bonjour Marie-Françoise Fuchs d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Présidente d'honneur, effectivement, de l'association Hold Up, OLD, comme vieux en anglais, c'était évidemment un pied de nez. Marie-Françoise Fuchs, vous êtes médecin, psychanalyste, écrivain. Vous avez notamment dirigé un ouvrage qui s'appelle « Comment l'esprit vient aux vieux » chez RS. Vous avez fondé l'école des grands-parents européens. Vous êtes aussi donc la fondatrice de cette association. Je peux vous demander votre âge, permettez? 89 ans. Et ça vous fait rire, et c'est très bien. Oui. Est-ce que vous conduisez encore? Oui. Avec oui, prudence, oui. J'imagine? Oui. J'essaye de penser à ce que je fais. Est-ce que vous conduisez autant en ville que vous conduisez quand vous êtes dans votre sud? Parce que pour préciser, vous êtes là dans votre maison de campagne. Oui, je conduis beaucoup plus à la campagne, bien sûr, parce que c'est impossible quoi que ce soit à la campagne sans voiture. On est loin du village et on n'a pas le choix. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit un peu toute la journée. Vous avez suivi nos débats toute la journée. Pardon, je vous ai suivi presque toute la journée. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Plaisir. Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, j'en retiens plusieurs choses. D'abord, merci. Vous avez donné la parole à notre génération. Vous avez commencé la matinée à 9 h en nous donnant la parole. C'est quelque chose de tout à fait important à nos yeux. C'est que nous soyons des partenaires avec lesquels on puisse dialoguer. Et je dois dire que c'est quelque chose que vous avez vraiment souligné. Vous avez été remarquable dans ce domaine en commençant de cette façon, c'est-à-dire en ayant à la fois considération et concertation avec notre génération. Alors, je vous en remercie, ça m'a intéressé. Ensuite, il y a une autre chose qui m'a beaucoup intéressée, sont les comparaisons avec les différents pays au point de vue des modes de permis, enfin, de consultation médicale qui entoure le conducteur âgé. Sur l'aptitude à la conduite, oui, l'aptitude médicale à la conduite. Moi, personnellement, voyez-vous, je ne suis pas du tout en faveur de règlements stricts et qui nous contraignent complètement. Par contre, je pense que nous pourrions être incités et qu'il y ait des consultations gratuites pour les personnes à partir d'un certain âge s'ils veulent savoir où ils en sont dans leur capacité. Parce que si nous pouvons décider et dialoguer ensemble avec un médecin qui nous parle, qui voit un peu comment nous sommes et ce que nous sommes capables de faire, je pense que des décisions peuvent se prendre dans des conditions vraiment intéressantes, surtout si la personne qui nous dit écoutez, franchement, je trouve que c'est un petit peu hasardeux et dangereux, eh bien, elle nous donne quelques pistes comme nous en ont donné. J'aime énormément les villes amies des aînés et Pierre-Olivier Lefebvre, dont je trouve que le travail est fabuleux. Ce qu'ils font à Dijon est extraordinaire. Je les suis depuis très longtemps et
Ils sont vraiment des pionniers du bien vivre à toutes les générations, en facilitant toutes les choses qui sont possibles. On ne peut pas tout, mais déjà quand on considère la parole de la personne qui est dans le grand âge, c'est déjà énorme par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble où on parle pour eux. On veut les aider, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, et ça c'est mauvais. Donc, vous disiez, Marie-Françoise Fuchs, vous disiez à l'instant, moi, ça m'intéresserait qu'on nous offre, je comprends, sur la base du volontariat, la possibilité de consulter pour voir si nous sommes toujours aptes à la conduite. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a quelques médecins spécialisés, qui puissent avoir un dialogue avec nous sérieux et qu'on puisse lui dire, est-ce que vous pensez que peut-être je devrais faire autrement, et qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Parce que c'est quand même un des gros problèmes, c'est de trouver des substituts. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce que vous avez dit sur les initiatives. C'est le chat, c'est le chat. C'est le chat, oui, qui fait des bruits. Il y en a un chat, un chien, il y a plein d'animaux ici. On a même plusieurs chiens, qui vont arriver encore. Vous disiez que vous aviez aimé les alternatives à la conduite. Oui. C'est-à-dire que vous avez tout de même introduit toutes ces innovations intéressantes avec des différenciations entre à la demande, entre des manières de trouver les chemins et la manière d'aider les personnes qui ont vraiment du mal à tout vivre une vraie vie avec des rencontres. Alors, on vous perd en son malheureusement. J'espère que le son va se rétablir. J'espère que le son va se rétablir. On vous entend avec des coupures. Vous étiez en train d'insister sur la nécessité de maintenir le lien social grâce à la mobilité et de pouvoir vivre des rencontres. Oui, absolument. C'est vraiment capital. Je crois que vivre, c'est rencontrer d'autres personnes, c'est exister, être appelé à vivre. Et ces rencontres, quand elles se raréfient beaucoup et qu'on est finalement seul avec sa télé, c'est survivre. Vivre, c'est échanger, c'est rencontrer, c'est apprendre, c'est se sentir désiré comme en présence. Quand on vous attend, c'est quelque chose de formidable. Si on se retrouve et on fait des choses ensemble, c'est ça la vie. La vie, c'est une rencontre. Et vraiment, je trouve que ce que vous faites pour trouver des solutions pour nous, qui ne soient pas dangereuses pour les autres et pas dangereuses pour nous et compatibles. Vous avez parlé aussi des conduites solidaires avec des jeunes qui veulent bien prendre un peu de temps pour se mettre à notre disposition. Des jeunes ou des jeunes retraités, d'ailleurs. Des jeunes ou des jeunes retraités, oui. Il y a beaucoup d'âge dans la retraite. C'est une moitié de vie quasiment, c'est affolant. Et effectivement, au fur et à mesure du vieillissement, on perd un certain nombre de capacités. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des distances et des déplacements à pied que nous pouvons souvent encore quand même faire un peu, mais de plus en plus lentement, de plus en plus difficilement. C'est vrai qu'on a besoin d'être apprivoisé, on a besoin d'en parler, on a besoin de trouver des solutions, de trouver des bancs par hasard de temps en temps et des manières de ne pas s'affoler d'une distance. Ça me fait beaucoup penser à quand on est jeune et qu'on apprend à nager. Alors, il faut savoir quelle distance on est capable de faire, mais on vous attend. On vous dit, allez, vas-y, tu vas y arriver. Eh bien, on vous perd à nouveau. Ouais, on vous perd à nouveau en son. On va essayer de rétablir ce son de manière correcte. C'était très intéressant parce que on évoquait aussi tout à l'heure la longueur des rames de TGV, par exemple, en disant qu'il fallait parfois faire 100 mètres du quai jusqu'au wagon sur lequel on devait se trouver. Juste d'un mot, j'espère que la qualité sonore se maintiendra pour ce mot-là et pour les 2 minutes qui nous restent ensemble. La liberté de choix, c'est ça l'essentiel ? Parce que vous disiez, moi je veux bien, sur la base du volontariat, une consultation, mais je veux ma liberté, c'est ça ? Oui, je pense que la liberté, c'est une chose. La considération du fait que nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes et nous avons envie de décider
avec les autres, de ce que nous allons pouvoir faire. Et je crois que c'est au bénéfice des deux générations qui se rencontrent de s'apercevoir de ce trajet, de ce que c'est que d'avoir vécu autant d'années, autant d'âges, et de pouvoir réfléchir au sens de sa vie, et de pouvoir lui donner de l'utilité, du bonheur et un intérêt, un sens. Alors, s'isoler, et ce qu'il y a de pire, je pense que vraiment les efforts que vous faites pour nous aider à nous rendre la facilité, à nous mobiliser, c'est vraiment capital. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je n'y suis personnellement pas pour grand-chose, mais tous ceux qui, évidemment, ont participé aujourd'hui à ce moment seront sensibles au fait que vous leur rendiez hommage de cette manière-là. Simplement, on a dit parfois que la solution, c'était de faire venir à vous, de faire venir aux seniors, plutôt que de les obliger à se déplacer. On est finalement ensemble par ce lien vidéo. Ça ne suffit pas, hein. Ouais, je pense que c'est déjà quelque chose d'important, mais nous, on a envie aussi quelquefois de se rencontrer pour de bon. Je dirais en présence, mais on a beaucoup travaillé dans notre association depuis les confinements à faire des regroupements par Zoom, et ça a été formidable parce que ça nous a permis de nous retrouver malgré les distances. Cependant, on a tous très envie de se voir de près. Eh ben, on a très Alors, envie. il faut espérer. On a de très se voir de près. Ouais, on a très envie de vous rencontrer aussi, Marie-Françoise Fuchs. Ça se Merci. fera rapidement, je l'espère, une prochaine fois, mais rapidement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et vous pouvez l'applaudir, je crois que c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.